de nous avoir, à travers M. Péquet, accueillis au niveau de la bibliothèque. Nous sommes depuis 2 ans avec l'Office culturel régional et en particulier l'Agence régionale du patrimoine, de la langue et de la culture de Picardie. Nous avons mené un travail régulier de promotion du Picard. D'une part, avec les associations qui œuvrent pour le Picard, et dans l'Aisne, en particulier Tertus Gadrus, avec son président Jean-Pierre Sandlin, avec aussi l'Université Picarde libre de Tirage de Jean-Marie Braillon. Mais nous organisons aussi un axe de développement du Picard pour la sensibilisation de tout public qui s'intéresse à ce qui était, ce qui est encore notre langue. C'est ainsi que nous avons introduit un cycle de conférences. Nous en sommes à peu près à la 20e sur nos 3 années. Et si nous avons démarré sur Amiens la première année, nous avons voulu élargir notre implantation. C'est pourquoi nous venons ici cette année à 2 conférences. La première ce soir et l'autre dans 15 jours. Voilà. 15 jours. À travers ce cycle de conférences, nous avons voulu aborder différents thèmes sur le Picard et je crois que le sujet de ce jour va pouvoir vous intéresser. L'an dernier, nous avons tenu 2 conférences à Saint-Quentin. C'était la Société académique qui avait la gentillesse de nous accueillir. La première avec Alain Nafson, qui est l'auteur d'une chimie de poche et qui va publier cette année le Picard de poche et qui sera édité par la collection Assimile. Assimile, le Picard. Cette année, notre partenariat s'est développé avec la ville de Saint-Quentin et M. Péquet a eu la gentillesse de nous accueillir. Nous l'en remercions vivement. Nous avons ce soir le plaisir d'avoir M. Jacques Landrecy, maître de conférence à l'île 3, pour un exposé que nous savons déjà brillant sur Pierre-Louis Gosseux, un auteur saint-quentinois. Nous sommes fiers d'être Picards et saint-quentinois. Nous serons donc fiers d'être les 2 ce soir. Et il nous parlera de Gosseux tout à l'heure. Et j'ai voulu, auprès de mes amis, leur montrer que le genre de Gosseux, c'est-à-dire ce petit édito qui est publié, on en parlera tout à l'heure, dans la presse locale, est un exercice de style qui se perdure. Le journal, l'hebdomadaire L'Éclaireur, qui est un journal des cantons de Friedville, Flixecourt, par là, un journal qui paraît tous les jeudis, je crois. Il y a toujours un édito qui est maintenant établi par Robert Mononcle le Fiu, c'est-à-dire le fils, le Robert Mononcle ayant tenu cet édito depuis 1934 jusqu'à 1959. Et c'est maintenant son fils. Donc, il paraît en Picard toutes les semaines dans ce canard. Un petit texte intéressant. Je vous en ai laissé. Si vous avez intérêt, à la sortie, vous le prendrez. Et j'y ai ajouté l'introduction. Je crois que c'est peut-être parfois nécessaire, mais pas pour tout le monde, bien sûr. À côté de cette action que nous avons voulu d'information, de sensibilisation, nous savons aussi que l'intérêt de ce Picard ne pourra se développer que si l'on intéresse les jeunes. C'est pourquoi nous avons, avec l'association Tertus, organisé un concours du Picard dans les collèges, avec la collaboration de Jean-Pierre Salobla, de Jean-Marie Braillon et bien d'autres. Ce concours du Picard sera, je crois, les prix seront distribués fin juin, début juin. Autre activité dans le Picard que nous avons essayé de perdurer, c'est la nouvelle en Picard. Vous savez que Saint-Quentin s'honorait du prix de la nouvelle, mais le prix de la nouvelle en Picard continue. Nous en sommes, je crois, on a commencé en 93. Ça va être donc la 10e édition. Et nous maintenons la remise de ce prix à Saint-Quentin. Nous essaierons cette fois-ci de faire en sorte que, pour intéresser un peu plus le public, nous aurons, avant la remise des prix, une audition, une lecture des principaux titres en compétition.
et ce qui nous permettra d'établir un prix du jury. Voilà, je dois excuser tous ceux qui sont absents, ce qui est naturel, et dans ces excuses, il y en a une qui me parut assez agréable, je vous la livre. C'est celle de René Dosière, député de Laon. Mein vieux Maurice, j'ai bien reçu ton invitation pour la conférence de ce jour à Saint-Quentin. J'ai insu tout est beudi. Amnidé te compte tsumi. Je suis désolé de te répondre néanmoins en français. Ma secrétaire n'est pas très douée pour le picard. Et malheureusement, mon emploi du temps ne me permet pas d'y participer. Ta vieux copain. Eh bien, je suis content que le picard est utilisé par les représentants du peuple. Je crois que c'est peut-être une nécessité pour le devenir de notre langue. Monsieur Lambossi, nous vous écoutons. Alors, bon, je suis venu, comme vous l'ignorez pas, vous parler ce soir donc du Gosseux, dit Pierre-Louis Pinguet, natif de Saint-Quentin, qui donc, dans la décennie 1840, c'est pas un thermomètre, donc, a publié donc, dans les journaux locaux 3 séries de lettres, qui étaient des lettres à visée politique, hein, donc des lettres de combat politique, et qui avaient comme particularité d'être écrites en picard. Les 2 premières de ces séries, dites aujourd'hui anciennes lettres picardes et nouvelles lettres picardes, ont été dans la foulée publiées en recueil, donc toujours à Saint-Quentin. Il faut préciser que Gosseux n'est pas l'inventeur de cette technique épistolaire particulière, et que, au contraire, il s'inscrit dans une série. Son œuvre s'inscrit dans une série, on pourrait même presque dire une tradition. Donc, dans mon exposé, il me faudra donc aborder la question du précédent, de son prédécesseur, Henri Carillon, qui lui écrivait de Cambrai. Et il me faudra également évoquer son continuateur, Louis Le Maire de Saint-Quentin, qui signait donc Jean-Louis Gosseux. Donc au total, nous avons 3 auteurs et à peu près une dizaine de titres. Donc on a un ensemble complexe, et donc je suis condamné à être clair. En tout cas, quoi qu'il en soit, Pierre-Louis Pinguet restera en tout cas notre centre d'intérêt principal et le héros de cette soirée. Je tiens à préciser que dans mon esprit, il ne s'agit pas d'une exhumation, oui, d'un auteur complètement enseveli qu'on va rechercher dans la poussière des rayonnages Wildor. Il ne s'agit pas non plus d'une révélation. En effet, on dit souvent que Pinguet a sombré dans un profond oubli, sa formule consacrée, une fois ses lettres parues. Mais on n'arrête pas de le répéter, ce qui prouve qu'il y a quand même un paradoxe. Et à la limite, on a l'impression avec Pierre-Louis Pinguet, si vous voulez, de tenir en quelque sorte un célèbre inconnu. Pinguet, en fait, on peut le dire, c'est le célèbre inconnu de Saint-Quentin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup écrit sur lui, on s'y est intéressé, mais ce qu'on a surtout fait, c'est de procéder à des investigations pour essayer de débrouiller un petit peu sa biographie. Parce qu'on y voyait, donc on voulait dissiper un mystère qui n'en était pas vraiment un. Aujourd'hui, on peut considérer, en tout cas moi je considère, que l'ère des investigations est terminée. En partie grâce à M. Debry, René Debry, qui pendant donc pas mal de temps, sur 2 décennies à peu près, s'est attaché donc à pister les documents. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de chances pour qu'on retrouve des pièces nouvelles, et en tout cas, surtout qui changeraient la face des choses. Alors, moi, ce que je me propose, c'est, après avoir repris ce matériau biographique, bien évidemment, c'est de poursuivre le travail, en allant voir donc de plus près, dans l'œuvre, bien entendu, et si vous voulez, en essayant de remettre ensemble l'homme et son œuvre, et de les remettre en perspective, dans une perspective historique. C'est donc un travail de reconstruction, que je vais évoquer, mais aussi dans mon esprit un travail de restitution, c'est-à-dire
tenter une réappropriation par son public d'origine, en quelque sorte, hein, que vous représentez. Et donc, cette tentative, je la fais avec plaisir, parce que ça a été un travail assez long, disons, mais ça a été un plaisir en même temps, parce que l'homme est attachant, et l'œuvre est encore de jour très vivante. Et donc, c'est une entreprise qui en valait la peine. Dans un premier temps, évidemment, il me faut parler donc du précédent, c'est-à-dire donc de l'œuvre de Henri Carion, qui est intitulée ainsi « Les épistoles qu'Imberlotte Jérôme Plumcock d'Isficio ». On verra tout à l'heure avec le transparent, on étudiera, on élucidera cet intitulé un peu complexe. Alors, en tout cas, ces épistoles qu'Imberlotte, ces lettres cambrésiennes en français, avaient paru donc de façon irrégulière, l'individu était très irrégulier, de février 36 à novembre 39, soit 32 lettres. Elles avaient paru dans l'Émancipateur, qui était un journal légitimiste de Cambrai. Et elles furent réunies en recueil en 1840. Par la suite, il y eut d'autres parutions et d'autres recueils, mais beaucoup plus minces. Et les lettres ont été publiées dans l'Arména pour l'an 40. Je vous passe l'intitulé complet. Et ensuite, l'Arména pour l'an 41. Et enfin, beaucoup plus tard, dans le Bon Cambrésien, Arména pour tout le monde, pour 1854. Henri Carion, il faut faire une diérèse, m'a dit, m'expliquer un de ses lointains descendants qui m'a fait plaisir de me recevoir et me procurer des papiers qui n'avaient pas été exploités jusque-là. Donc Henri Carion était issu d'une famille d'imprimeurs cambrésiens, légitimistes, c'est-à-dire royalistes et catholiques, comment dire, fervents. Alors, Carion, comment le décrire en deux mots? C'est une personnalité assez curieuse. C'est un exalté romantique. C'est un touche-à-tout. On pourrait dire aussi, il a un côté un peu chamit en vrac, quoi. Hein, disons les choses franchement. Je ne l'écrirai pas, mais comme ça, nous nous comprenons. Alors c'est un polygraphe et il a écrit donc sur toutes sortes de sujets. Alors, des textes de combat, évidemment, hein, dans ses lettres en faveur des Bourbons, des productions mystiques, parce qu'il avait donc pratiquement des apparitions, toutes sortes de travaux historiques et folkloriques sur le Cambrésis, comme il était de mode à l'époque, en ce début du romantisme, des critiques d'art, il avait un goût détestable, il a produit également des almanachs et donc d'autres types d'ouvrages populaires. Pardon. Et je m'en voudrais d'oublier également ses expériences de spirit, parce qu'il faisait tourner les tables, pour terminer la série. Et donc il a publié un ouvrage où il relatait sa conversation avec l'esprit qui déclarait s'appeler Voltaire. Bon, il est quand même c'est un peu un agité du bocal de l'époque. Il était né en 1812, et puis son père était commissaire de police, il a fait un début d'études, ses études d'abord à Cambrai, puis à Paris. Il revient à Cambrai, il fonde l'Émancipateur avec ses frères, il retourne à Paris, chercher la fortune, dans le journalisme, ça ne marche pas. Et là, il prend la direction d'une société qui s'appelait la Société du Crédit des Paroisses. Alors, la Société du Crédit des Paroisses avait pour noble objectif de fournir du matériel, de l'équipement, si vous voulez, religieux, aux églises pauvres. Et, donc vous imaginez donc, toute la mabloterie dont il peut s'agir. Et en fournissant ça donc, en proposant également des crédits étalés au maximum. C'était un brave homme, hein, par ailleurs. Bon. Donc évidemment, ça ne marchait pas très bien, vous imaginez. Alors, par la suite, il s'est lancé dans les affaires, mais à une autre échelle. Et au début des années 60, il décide de fonder un monastère en Croatie. Alors, pour faire vivre son monastère, il achète un domaine agricole immense. Au bout d'un an, il est obligé de procéder des emprunts pour pouvoir acheter l'avoine pour ses chevaux, parce qu'il n'est absolument pas doué pour les affaires. Et après quoi, il se lance dans l'extraction, et donc il achète des mines d'or et d'argent, qui ont déjà été totalement épuisées. Il rachète un matériel extrêmement coûteux, il se fait escroquer.
C'est vraiment... c'est balsacien, d'un bout à l'autre. Au passage, je vous signale qu'il obtenait des sommes absolument considérables, énormes, des départements du Nord et de l'Aisne. Ah. Adressez-vous à vos représentants. Donc, il est très vite acculé à la banqueroute, il fait de la prison. La faillite est consommée donc à Paris, et après quoi, il retourne à Bystra, donc en Croatie, où il meurt à peu près vers 91. Alors, l'argument des épistoles Quimberlotte, c'est le suivant. C'est un honnête paysan, donc d'un village du Cambrésis, mais qui n'est pas nommé. Oui. Eh bien, ce paysan, donc, de temps à autre, fait parvenir des lettres en patois pour expliquer qu'il a des problèmes, oui, avec un de ses cousins, qui s'appelle le cousin Philippe, oui, et qui est un avare, un ladre, et un avaricieux, si vous voulez, qui lui fait des procès et qui essaie de le spolier. Évidemment, derrière le cousin Philippe, tout le monde reconnaît Louis-Philippe. D'autant plus que, comme par hasard, il a une tête de poire, enfin, tout suit. Et Louis-Philippe en prend vraiment pour son grade, parce que Carillon est un caricaturiste absolument féroce. C'est-à-dire qu'il a le don d'observation, et comme dans ces moments-là, il est méchant, il trouve le trait qui fait mal. C'est un polémiste tout à fait violent, enflammé, et il sait trouver les mots qui blessent. Et évidemment, tout le monde rit. Alors, à telle enseigne, ces lettres ont un grand succès, et donc le pouvoir se décide à réagir, et il l'attaque en justice. C'est la première fois que le gouvernement Juillet attaque donc un journal dans le département du Nord. Ils vont lui faire donc 30 procès. Et il les gagnera tous. Parce que lors du procès, il se trouve que le juge vient d'une autre région de France, oui, donc il est absolument incapable de comprendre le texte. Oui. Et donc c'est Carillon qui fait l'explication de texte. Et c'est pas triste. Il y a des moments vraiment absolument délirants. Donc la salle est pliée, oui, et les juges locaux préfèrent arrêter les frais. Donc il va 30 fois donc, à monter chez juge de Douai. Il est condamné une seule fois pour insulte à un professeur, bon, quelque chose d'assez compliqué. Mais sinon, il s'en tire. Alors chaque fois, il revient, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il raconte son procès dans son journal. Tout le monde rit, et c'est reparti. Donc il y a une spirale, si vous voulez, de répression, et puis voilà. Donc très large succès des épistoles, non seulement le département, mais au-delà. Donc, sans aucun doute, on en a entendu parler à Saint-Quentin. Alors, Pinguet, maintenant, il est évident que notre homme, Jean-Louis Pinguet, se met dans la roue de Carillon. Ils sont de camps opposés, hein, puisque Pinguet, lui, c'est un rouge. C'est un type d'extrême gauche, c'est un républicain rouge. Mais il n'empêche qu'il trouve le procédé intéressant, et donc il va en botter le pas. Et de toute manière, quand on regarde les dates, la coïncidence est troublante. La dernière épistole de la première série de Carillon est datée du 15 novembre 1939. Et la première lettre de Pinguet est datée du 17 décembre 1939. Donc visiblement, il y a une brèche, Pinguet s'engouffre dedans. Il prend le relais, comme vous voulez. Et il profite d'un effet de mode. Et non seulement il profite d'un effet de mode, mais visiblement il s'inspire largement des procédés de Carillon. C'est-à-dire qu'il reconstruit de la même façon un petit monde personnel, coloré. Il y a des techniques, il y a même des injures qui sont les mêmes, qui sont reprises. Mais il va quand même assez vite apporter sa touche personnelle et affirmer son style. En tout cas, Pinguet, lui, prend la plume, la trempe dans le vitriol, mais c'est évidemment, il a beau être rouge, il est l'allié objectif, dirions-nous, de Carillon, hein, royaliste, parce que leur ennemi, évidemment, c'est le pouvoir en place, c'est l'orléanisme. On va peut-être regarder maintenant la page de titre des épistoles Quimberlotte.
Donc, pistole en français, donc les lettres. Quimberlot, Quimberlotte, bon, c'est extrêmement connu, hein, j'insiste là. Alors, de Jérôme Plumcock d'Ischwissio. Alors, Plumcock, pourquoi? Parce que ce qu'il veut, évidemment, c'est plumer le coq. Le coq, c'est la République, évidemment. Ouais. Donc, il y a une symbolique, mais qui est assez claire, et qui renvoie au monde agricole. Schwissio, c'est le putois. Alors, avec Cétios et Carchon, et effectivement, le texte, on n'a pas seulement un texte en prose, où on a un texte, c'est un peu comme une espèce d'épître farci, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'autres textes qui sont insérés. On a des chansons, on a des pronostics, de type Nostradamus, et donc il contrefait Nostradamus, il cite Nostradamus ou il le contrefait. Ses procès, donc Un monde chez Juchet de Douai, grand morceau aussi, et plein d'autres gaudrioles. Donc c'est un texte très composite, mais qui a quand même une certaine cohérence sur l'ensemble. Et précédé d'une notice servant l'introduction et d'une épître en vers à Jérôme Plumcock. Bon, parce qu'en fait, bon, bah, quand il est lancé, il pisse la copie, donc il rajoute en français, en patois. Donc par Henri Carillon, et donc il signe de son vrai nom. Et suivi d'une table analytique des matières très précieuse pour les chercheurs à venir. Sympathique. Donc Cambrai, bureau de l'émancipateur, chez les principaux libraires du Nord et du Pas-de-Calais. Donc 1839. Alors, venons-en à Pinguet maintenant, qui prend la suite. Alors, la biographie de Pinguet qui a tant intrigué et occupé les chercheurs précédents, on peut dire que quand même elle est assez largement connue aujourd'hui. Il reste des zones d'ombre, mais on a quand même suffisamment de pièces officielles, si vous voulez, pour baliser hein, son existence. Et à cela, on peut ajouter une pièce extrêmement précieuse, qui est son autobiographie. C'est-à-dire que dans le courrier de la Somme du 21 juin 1948, suite aux événements qui se sont produits le concernant, il se livre à une espèce de plaidoyer pro domo et il explique son activité politique. Et donc là, on a des renseignements de première main. Peut-être justement un petit peu sujet à caution, mais extrêmement précieux. Alors, on peut d'abord noter la conjonction astrale très orientée qui a présidé à cette destinée et qui l'a placé d'emblée sous le signe de la gauche parce que voilà un gaillard qui est né en 93 et qui est mort en 71 pendant la Commune. Donc son existence était vraiment prédestinée de ce côté. Il a eu une existence très animée, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, enfin, c'est assez typique de ces temps un peu anciens maintenant, des gens ne mènent plus des existences aussi, je veux dire, aussi ordonnées, aussi régulières, de manière massive que de nos jours. Et donc, lui aussi, c'est un romantique, à sa manière. Il y a une espèce d'agitation typiquement romantique. Alors, il est né le 7 juillet 93, à Saint-Quentin, donc, d'un père maçon et d'une mère sans profession. En 1813, il se marie à Charlotte Marie Mouton, qui était âgée de 20 ans, qui était sans profession également. Et il aura 4 enfants. Il réside à Saint-Quentin au moins jusqu'en 1825. En 1813, donc, lorsqu'il se marie, les papiers disent qu'il était comptable et d'autres papiers disent qu'il était commis négociant. Donc une espèce de voyageur de commerce, en quelque sorte. Par la suite, on aura d'autres métiers, propriétaire, cabaretier. Donc on a quelqu'un, n'oublions pas qu'il vient d'un père maçon, on a quelqu'un qui visiblement est en ascension sociale. Mais sans doute faute de rigueur dans la conduite de ses affaires, peut-être aussi parce que la politique lui prenait trop de temps, que sais-je, mais on le voit ensuite, on devine que ça décline, et on a à nouveau, donc là les papiers parlent, il aura des problèmes. À une date qui n'est pas connue, il devient propriétaire d'un moulin à vapeur, donc c'est un progressiste, hein, c'est un moderniste, à Villecholle, qui est un hameau de Vermand.
Pour ce qui est de... et ça ne marchera pas, évidemment. Et pour ce qui est de sa vie politique, il dit que dès 1815, donc, il est l'objet de tracasseries de la part du pouvoir, donc royaliste. En 24, il porte secours à des républicains français piémontais qui étaient incarcérés à Perpignan. C'est lui qui le dit. Hein. Il fait également passer en Angleterre, il cache des libéraux espagnols qu'il fait passer en Angleterre. Il est associé à des sociétés secrètes de type Carbonari. Et en 1830, évidemment, il est sur les barricades, mais en 32 et en 34, il arrive trop tard, dit-il, et on sent un regret profond. Et enfin, signalons quand même qu'en 1846, il imprime une déclaration qu'il signe, selon laquelle Louis-Philippe était, je cite, « menteur, fourbe, parjure, avare, sordide et spoliateur, despote, tyran et traite à la patrie. » Et il ajoute que quand la loi fondamentale est violée, l'insurrection est le plus saint des devoirs. Vous voyez, c'est pas un mou, hein, c'est quelqu'un qui a des opinions tranchées, qui les assume. En 1948, il est porté candidat aux élections à la Constituante par le Club des Républicains démocrates de Saint-Quentin, ainsi que par plusieurs cantons de l'arrondissement, ce qui prouve une certaine popularité. Il refuse, parce qu'il ne s'estime pas digne de représenter le peuple. En 1948, sous le ministère Ledru-Rollin, donc une fois la révolution consommée, il est nommé sous-préfet à Doullens. De mars, il va le rester de mars à juillet. Bon, c'est tout à fait inattendu, non? Mais il paraît que la population de Doullens a gardé un souvenir sidéré du personnage. D'abord de son arrivée, il est arrivé en blouse et en casquette par la diligence, avec une vieille valise poudreuse. Et donc, d'emblée, il fait sensation. Et en fait, semble-t-il, il ne s'occupe pas vraiment des affaires courantes. Par contre, ce qu'il fait consciencieusement, toutes les après-midi, il est dans le jardin de la préfecture et il bêche pour planter des pommes de terre. Et il y a la population qui est là, qui l'encourage. Personnage pittoresque. Hein. Bon, évidemment, ça ne pouvait pas durer longtemps. Il a été rapidement relevé de ses fonctions. Donc il retourne vivre de son moulin, mais ses affaires donc périclitent. Il part alors donc vers Paris, pour Paris, vers 1868. Et enfin, il y meurt donc en février donc 71. Il avait 78 ans. Il vivait dans le 16e arrondissement, curieusement, mais il ne faut pas en tirer de conséquences, à mon avis, hâtive. Et sa dernière profession annoncée était celle de comptable. Bon, on peut quand même, on a un canevas, on voit l'individu vivant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, intéressant, et quand même pétri de contradictions. Puisque en même temps, il veut renverser le pouvoir, mais visiblement, en fait, pour lui-même, il n'y tient pas. Donc, on voit bien la ligne de force hein, de sa destinée. On peut aussi donc approcher sa personnalité. Qui est une personnalité sympathique, moi je trouve au total. C'était quelqu'un qui avait un caractère entier, qui était visiblement d'une grande droiture, d'une grande honnêteté, qui était audacieux, capable de prendre des risques pour des questions de principe. De nos jours, c'est plus tellement courant. Sujet à une certaine exaltation, mais tout en restant apprécié donc, au quotidien par son voisinage, parce qu'il était réputé pour sa serviabilité et sa bonté. Il était également visiblement d'une totale simplicité. Il aimait les femmes, ce qui est une qualité qu'il ne faut pas négliger, mais il les aimait de manière également sympathique, c'est-à-dire qu'il en parle souvent, on sent qu'il aime les femmes, mais lorsqu'il en parle, c'est pas de manière, comment dirais-je, aigriarde ou grivoise, il en parle bien.
Et enfin, ajoutons qu'il était totalement désintéressé, hein, visiblement. Alors je ne dirais pas qu'il n'était pas doué pour l'argent, parce qu'il y a quand même le problème de cette réussite, ce début d'ascension sociale. Mais au total, c'est une belle figure. C'est une belle figure, et Saint-Quentin peut en être fier. On peut le ranger parmi les originaux romantiques, parmi les, comment dire, les premiers militants ouvriers. Et en parlant de figure, on n'a, à ma connaissance, aucun témoignage iconographique. Donc on ne sait pas, absolument pas à quoi il ressemblait. On n'a ni portrait, ni photo. On pourrait très bien avoir des photos. Et on n'a aucune description physique. Donc nous sommes condamnés donc, à l'imaginer à partir de sa conduite et de ses écrits. Alors, l'œuvre de Gosseux se présente, pour ce qui nous concerne ce soir, essentiellement sous 3 volets. Hein. C'est-à-dire que je vous parlais des 3 séries des lettres picardes. Alors, la première série, dite aujourd'hui ancienne lettre picarde, nous avons 35 lettres, échelonnées du 17 décembre 39 au 1er mai 41, parues donc dans le Guetteur de Saint-Quentin, et publiées en 41, ici, toujours sur place. Elle s'ouvre par une dédicace à Béranger, assez logiquement, et elle comporte aussi un texte sur la translation des restes de l'empereur qui est tout à fait extravagant. On va jeter un coup d'œil sur... que je vais vous présenter. Si, celui-ci, pardon. En fait, ça... Non, oui, donc ça, c'est le volume qui a été imprimé en 41. Le transparent qui suivra également, d'ailleurs. Celui-ci, c'est c'est la couverture. Donc, lettre picarde de Pierre-Louis Gosseux, paysan de Vermont. Alors, ça mérite un commentaire aussi. Il se dit paysan, il se dit de Vermont. Et c'est vrai, mais en même temps, je suis un matheux. Un matheux, mais c'est un fin. Parce que de Vermont, il habite Vermont, à cette époque, parce qu'il a un moulin. Hein, mais en fait, il est originaire de Saint-Quentin. Jusque-là, il a passé l'essentiel de sa vie à Saint-Quentin. Il se dit paysan. En fait, il travaille la farine, il est, dans les industries dérivées, dirons-nous, pas exactement paysan. Alors pourquoi? Pourquoi paysan de Vermont? Eh bien, je pense que Vermont, c'est un village qui est intéressant puisqu'il a une forte charge symbolique, si vous voulez. Puisque Vermont, c'est le nom qui donne l'éponyme de la région, le Vermandois. Donc, ça tombe bien. Je ne pense pas qu'il a chez le moulin exprès, mais ça tombe bien. Et paysan, pourquoi? Eh bien, un paysan, là, il se met une fois de plus dans le sillage de Carillon, qui se prétendait paysan. Alors pourquoi tiennent-ils à se présenter comme paysan? Eh bien, je pense parce que, si vous voulez, le paysan, c'est le peuple. Oui, c'est le peuple, et donc ils parlent au nom du peuple. Oui, ils parlent au nom du peuple, ils incarnent le bon sens populaire. Voilà. Donc il y a une espèce de travestissement qui est voulu et qui permet également des attaques. J'ajoute que le fait d'être paysan légitime aussi, au passage, l'emploi du picard. Donc tout cela est pensé. Alors, suivi de la grande complainte en 92 couplets sur la translation des cendres de Napoléon, écrite en patois-picard, paraboles et musiques du même auteur, et traduite en très bon français par le père Ladéroute, avec accompagnement de piano par un ménestrier de l'endroit. Bon. Alors, c'est l'époque où on a fait... Je vais mettre peut-être la lumière dans les yeux. C'est l'époque où donc on rapatrie les cendres de Napoléon, opération médiatique s'il en est, politique et médiatique, totalement réussie, parce que c'est une opération quasiment consensuelle. Tanguy n'aime pas tellement Napoléon, donc il va se moquer de cette histoire,
et s'en moquer à sa façon. Par moments, c'est vraiment rigolo. Lorsque le cercueil est arrivé sur place, à Paris, il y a eu des scènes d'hystérie, visiblement. Oui. Alors donc, ils s'en régalent, et les gens criaient « rendez-le nous, rendez-le nous ». Alors, Pinguet dit « oui, rendez-le nous 5 minutes, et puis qu'on fasse autre chose ». Ce genre de... Et puis, la sensation, le récit se termine de la façon suivante. Napoléon, entendant du bruit, sort de son cercueil, regarde, aperçoit le gouvernement, les personnels politiques, etc., voit ce que la France est devenue, est tellement écœuré qu'il rentre dans son cercueil et demande à repartir à Sainte-Hélène. Alors, tout ça c'est fait, écrit en Paco Picard, bien évidemment ça ne l'a jamais été, et en fait c'est en très mauvais français. C'est un français maladroit, tel qu'on trouve dans les complaintes populaires. Avec des cuirs, des velours, des fautes de liaison, tout ce qu'on peut imaginer. Très bien fait dans le détail quand on regarde, mais avec une allure très maladroite, d'une manière volontaire. Le père La Déroute, c'est un de ses personnages, je le verrai tout à l'heure. Alors, accompagnement du piano, ce qui est assez improbable, et surtout par un ménétrier, parce que le ménétrier, par définition, joue du violon. Bon. Donc, vous voyez, donc les absurdités, quoi, la parodie. Alors, en dessous, personnage emblématique, ça c'est le bourrique. Le bourrique, c'est Martin, c'est le bourrique du Gosseux. Et c'est un personnage important, Martin l'aime beaucoup. Il essaie de le vendre pour s'en débarrasser, mais c'est vraiment parce qu'il manque d'argent. Donc Saint-Quentin, Dolois, etc. Alors c'est le même ouvrage, et maintenant c'est la page de titre. Alors, on retrouve la même chose, si ce n'est que par exemple on avait 92, maintenant on a 79. Bon, il y a des incohérences comme ça. L'indication du bas là n'est pas la même exactement non plus. Et vous noterez quand même le très belle vignette. L'ouvrage est pas mal, hein. Moi je possède. C'est un beau papier. C'est une belle typo, très belle typo. Il y a des vignettes partout. Autrement dit, ça ne ressemble pas du tout à la production picarde courante, qui en général est faite avec les moyens de fortune. Non, non, on sent que c'est quelqu'un qui, en tout cas à l'époque, a des moyens. Donc ça, c'est la première série. S'en suivra donc une autre série, dite Nouvelle lettre picarde. Donc là, on a 26 lettres, du 23 novembre 44 au 29 novembre 46, donc 2 ans. Et cette fois-ci, elles sont publiées dans le journal de Saint-Quentin, et non plus dans le Guetteur. Comment dire, elles se sont brouillées, on ne sait pas très bien pourquoi, c'est pas très clair. Bon. Et c'est vendu au profit des inondés de la Loire. Sur le côté caritatif. Enfin, il existe une troisième série de lettres picardes, qui a été donc découverte par René Debry, et qui, elle, a été publiée dans le Guetteur de Saint-Quentin et de l'Aisne. Guetteur de Saint-Quentin et de l'Aisne. La première date du 14 novembre 69, la dernière du 17 décembre de la même année. Donc en fait, on a seulement 4 lettres, alors qu'il y en avait 9 annoncées. Alors, pourquoi est-ce que cela s'arrête? On ne sait pas, on ne saura jamais. Et surtout, pourquoi s'est-il tu pendant une vingtaine d'années? Alors, à mon avis, c'est assez simple. Hein. S'il s'est tu pendant une vingtaine d'années, c'est parce qu'on n'était plus sous les Philippe, hein, ou sous la Seconde République, on était sous l'Empire autoritaire, et que ça rigolait pas. Alors, cela dit, il n'a pas perdu la forme. Hein. Enfin, bon, alors, il nous raconte qu'il revient des pontons. Il était donc envoyé sur les pontons par l'empereur. Il était prisonnier avec Grandboise, c'est un de ses personnages de son livre, qui était mort lors de la fin de la série précédente. Et qu'il a été libéré, etc. Et puis il se met à attaquer donc le coup d'État, du décembre, le régime, et la personne de l'empereur. Voilà. Donc il reste identique à lui-même. Mais bon là, 4 lettres, évidemment, ça ne pouvait pas prêter matière à un recueil.
J'ajouterai, dans l'œuvre de Gosseux également, simplement 2 ouvrages en français, 2 petites brochures, 2 opuscules, que je ne connais que par attestation écrite. L'un s'intitule Vérité bonnes à dire, pamphlet politico-gauchiste. Gauchiste, oui, le mot est intéressant à l'époque. Publié entre 41 et 47. Et un autre opuscule, non, je sais pas, il est en e-folio. Très humble requête des transports de juin, des transportés, pardon, de juin au général Cavaignac, donc après la répression, à Paris en 48. On trouve des traces, des attestations, mais les volumes à la Bibliothèque nationale, pas plus, jamais eu en main. J'espérais qu'ici, par hasard, on aurait eu un précieux volume, mais non. Alors, que dit-on, qu'est-ce qu'on raconte dans ces lettres? Alors, lettre picarde de Pinguet, eh bien, elle se déploie, si vous voulez, selon un double mouvement. C'est-à-dire que, d'une part, on a une histoire, dont Gosseux est le héros principal, et d'autre part, on a une réflexion politique qui éventuellement s'articule sur l'histoire, mais pas obligatoirement. Et à partir de cette réflexion politique, on a une polémique. Ça glisse tout de suite vers la polémique. Alors, toutes les lettres sont localisées de Vermand, mais l'action se passe très rarement à Vermand, de manière exceptionnelle. Elle se passe à Saint-Quentin. Et elle se passe à Saint-Quentin, rue de la Pomme Rouge. Et l'arrière-pays est cité, donc quelques villages reviennent régulièrement. Il s'agit d'Ourlon, de Mesmy et d'Eslinchy. Et dans ce décor donc, vont évoluer les personnages suivants. On a une dizaine, je vais vous le passer en revue très vite. Alors, on a Catherine. Catherine, c'est la femme de Fidéric et c'est l'amie de Gosseux, du narrateur. Hein. C'est pour ça que je la mets en premier, c'est important. C'est important. Et c'est elle qui tient le cabaret de la rue de la Pomme Rouge, où l'essentiel de l'action va se situer. Et c'est une forte femelle, hein, c'est une rue de commère, avec le verbe haut. Son mari, Fidéric, c'est l'ancien frère d'armes du père Ladéroute. Il a été question, à qui il doit la vie. C'est-à-dire qu'il a été donc il a été sauvé par Ladéroute sur un champ de bataille en Espagne. Ancien soldat, et sa caractéristique, c'est qu'il parle toujours en français, mais de façon grandiloquente. Le père Ladéroute, c'est lui qui a été laissé pour mort en Espagne par Fidéric, hein, dont Fidéric lui a confié sa fille Guiguite. Bon. Il est, au début de l'histoire, Ladéroute est garde champêtre à Vermand. Et puis, par la suite, il ira habiter rue de la Pomme Rouge, comme tout le monde. Guiguite la Boulette, c'est la fille de Ladéroute, que vous vous en souvenez. Bon. Et comme elle a été recueillie par Fidéric, c'est la mécaine de Fidéric et de Catherine, c'est-à-dire c'est la servante, la servante d'auberge. Et c'est elle qui va épouser Fiutio Louis Bourgnon. Il y en a pour deux là, donc Fiutio Louis Bourgnon comprenait donc la construction, on va dire le fils Maurice, oui, le fils d'eux, donc c'est le fils de Louis Bourgnon, et Thio, donc il est petit de taille, hein, mais comme il est vraiment petit, on en rajoute, hein, deuxième, donc c'est Thio. Donc il est vraiment... c'est le fils minuscule de Louis Bourgnon, voilà. Qui a épousé donc Guiguite la Boulette. Et au départ, c'est un simple voisin du quartier de la Pomme Rouge. Ensuite, Cousin Baptiste. Cousin Baptiste, dit également Jules Femeux, c'est un pilier de bistrot. Hein, il est tout dit pendu au cabaret chez Catherine, à Montcatherine. Et il demeure donc rue de la Pomme Rouge, donc il est tout dit au bistrot, et c'est l'époux de Clignotte Boudin. Clignotte Boudin, elle, est originaire de Vermand.
C'est même la tireuse de cartes du village. Il y a une très belle séance. Bon. Mais elle va finir par épouser, tomber dans les bras lors d'une soirée mémorable, dans les bras de Cousin Baptiste. Et du coup, évidemment, elle va quitter Vermand et fait le mouvement général et venir vivre rue de la Pomme Rouge. On avait du monde, ça fait du monde. Bon. Alors, autre personnage, Gugus Lariflafla, qu'on appelait auparavant Gugus Taplour, ce qui était peut-être plus explicite. Bon. Donc, Gugus Lariflafla n'est autre que le fils de Jufemeux et de Clignote Bouden. C'est un bon à rien, oui, traîne tout dit dans les rues, sympathique. Mais il a cru prudent de partir au service, il a fait 10 ans d'Algérie. Oui, donc c'est la conquête de l'Algérie, ça revient souvent. Et il revient d'Algérie, donc au moment où l'action se déroule, et il revient avec Taït Atmi. Taït Atmi, qui signifie en arabe, comme vous le savez tous, cuillère à peau. Donc c'est une Algérienne, une tiote moricote, comme dit Pinguet, et elle a sauvé la vie de Gugus, hein, de ce vaurien Gugus, hein, et même ensuite elle l'a nourri. Et donc elle est devenue sa femme. Alors au début, évidemment, Pinguet la regarde de travers, et puis très vite, il lui trouve toutes sortes de qualités. C'est une femme, donc il est enclin à l'indulgence. Le dernier personnage, presque, Grandbroise. Alors Grandbroise, lui, c'est Jebouquillon de chez Beauderlon. Donc le bûcheron des Beauderlon. C'est un opposant acharné au régime. Et c'est un chansonnier. Chansonnier, c'est-à-dire qu'il chante tout dit, mais en même temps, il écrit ses chansons. Oui. Donc il écrit des chansons contre le régime, tout en buquant sur les bois, en coupant du beau. Alors lui, il va mourir à la fin de la deuxième série. Donc c'est un peu triste, mais il meurt en chantant. J'ajouterai 3 personnages épisodiques. Il y a Nodame. Nodame, c'est l'épouse du Gosseux, mais elle habite Vermand, et elle n'a aucune consistance. Il la cite parfois, bon, quand il a besoin d'un prétexte, d'une excuse, mais on ne connaît même pas son prénom. Autre personnage important, Martin Jebouric, très important, et Schlimprimeux parce que la plupart des lettres débutent par une interpellation directe de l'imprimeur, donc du journal, par Gosseux. Donc on a tout un petit monde populaire, très pittoresque, très sympathique. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il reflète vraiment la réalité du petit peuple saint-quentinois de l'époque. En partie certainement quand même, mais ils reflètent, enfin, ils ont aussi sûrement un côté balzacien. C'est la comédie humaine. Et en même temps, alors certains ont moins de consistance que d'autres, mais les premiers dont je vous ai parlé, ils sont là, ils existent. Alors, l'action qui va être animée par ces personnages s'appuie donc sur quelques fils directeurs, qui sont d'abord les problèmes de voirie de la rue de la Pomme Rouge. Parce que c'est une vraie bourbaterie. Ouais. Et même le bourré qui ne veut plus y aller. Donc, adresse à la mairie de Saint-Quentin, à l'évêque, à tout le monde, pour qu'on se décide à donc enfin faire les travaux de réflexion. Il y a également les aventures d'Anne Martin, que le Baudet, que Pinguet, il le forquait, mais en même temps, il a besoin de sous. Et puis, donc, de manière générale, les rapports qui vont unir ces différents personnages. Et ça se passe toujours dans des moments de convivialité. On les voit jamais au travail, mais on les voit au cabaret, évidemment, à la Boudinée, parce que, bon, on a tué un cochon, et puis... alors, à la Boudinée, c'est là que tout le monde se retrouve, c'est le vrai mélodrame, hein. Les 2 anciens soldats qui s'étaient quittés sur le champ de bataille d'Espagne se reconnaissent, des alliances se nouent, ça débouche sur des noces. À cela, donc, il faut ajouter les fêtes du 14 juillet et la fête de la Saint-Denis, qui, si j'ai bien compris,
et la fête donc municipale de Saint-Quentin. Alors la fête de la Saint-Denis, c'est le champ de foire. Imaginez, bon, voilà, du politique, l'exploitation qu'on peut en faire, c'est facile. À citer également les spectacles qui sont donnés à l'époque à Saint-Quentin, et c'est pas mal, puisque apparemment il y a un opéra, et on donne La Juive de Halévy, qui est un opéra considérable, qui a marqué son époque. Et 5 actes, c'est très long, histoire interminable. Il y a le bourrique de Martin qui arrive sur la scène, qui se tombe de coulisses. Enfin, ça, évidemment, ça tombe tout de suite au grotesque, mais c'est rigolo, c'est amusant. Et Lucie de la Mer Mort. Donc, Donizetti. J'ai vérifié les dates de création de ces opéras. Elles sont tous les deux sont de 35. Et donc, c'est donné à Saint-Quentin en 39. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ajoutons donc quelques péripéties liées à l'activité politique de Gosseux, et où on va changer de théâtre, de lieu. On sera à l'extérieur de Saint-Quentin. D'abord, Gosseux se retrouve emprisonné au château de Ham, parce qu'il dansait le cancan, la police est passée, il fallait pas. Bon. Donc il est au château de Ham, et évidemment, dans sa cellule, qu'y a-t-il? Évidemment, il y a Louis-Napoléon, il y a le duc de Bordeaux, et à un moment donné, il y a même Thiers qui passe faire un tour. Bonjour. Et donc, il discute avec eux, il commande du cidre et des tripes, je crois, et puis il joue aux cartes, enfin bon. Et discute politique. Gosseux se rend également à Paris, et là, à Paris, il préside le banquet donné par l'élite du commerce de Paris au maréchal Bugeaud. C'est un moment assez gai aussi. On ne peut pas voir le maréchal Bugeaud, une dent contre lui. Et enfin, à la fin, Gosseux est invité à dîner chez Guizot, tout simplement. Donc, Premier ministre de l'époque. Alors, voilà pour la narration, qui est, d'une manière générale, très bien enlevée. Et évidemment, toute cette fiction, elle n'existe que pour permettre à l'auteur d'exposer ses vues politiques. Alors, dans ces années 1840, les grandes questions qui agitent donc la vie publique sont, alors au plan intérieur, les grandes questions sont ce qu'on a appelé l'affaire de l'apanage du duc de Nemours. Alors, je rafraîchis vos mémoires, c'est tout simplement le fait que Louis-Philippe avait demandé l'autorisation de fournir un apanage donc à son fils aîné, c'est-à-dire une fortune immense, des terrains, c'est-à-dire que l'État lui aurait fait don d'une fortune immense. Louis-Philippe était déjà riche, non plus de pouvoir, mais bon. On a appelé également l'affaire de la dotation. Alors la Chambre quand même tique. L'autre problème qui préoccupe Pinguet, c'est le retour en force du cléricalisme, avec en particulier les jésuites. Autre chose, à la Chambre des députés, le projet des fortifications de Paris. On veut fortifier Paris, et Pinguet a très bien compris qu'en fait, c'est pas pour tirer vers l'extérieur, l'ennemi extérieur, mais c'est pour pouvoir mitrailler les émeutes. Et enfin, comme quoi l'actualité n'est qu'un éternel recommencement, il y a également des problèmes avec les nouvelles lois sur la chasse. Des problèmes d'interprétation. Mais ce qui suscite le plus de passion, c'est la politique extérieure, et en particulier donc les frictions avec l'Angleterre. Parce que Louis-Philippe tente, enfin Thiers surtout, tente de reconstruire un empire colonial, et de temps à autre, les Anglais mettent les bâtons dans les roues. Et là, ça coince. Donc il y a ce qu'on appelait l'affaire Pritchard en Océanie. Il y a eu aussi un droit de visite par les Anglais des bateaux français pour vérifier qu'il n'y ait pas de traite des Noirs. Ce genre de choses. Et l'autre grande affaire, évidemment, c'est la conquête de l'Algérie. Alors, comment apparaît donc Gosseux, alias Pinguet, à travers tout cela, hein, ces prises de position? Eh bien, on peut définir rapidement.
Pinguet est républicain, nationaliste, anticlérical, antilibéral, xénophobe et antiparlementaire. Alors, avant toute chose, il est républicain. C'est-à-dire qu'il exècre absolument la royauté et tout ce qui peut l'évoquer, tout ce qui peut être susceptible de ramener l'Ancien Régime. Et en particulier, il est très vigilant sur les questions de presse et de mesures autoritaires contre la presse. Il exprime un amour pour le peuple qui me semble sincère, qui n'est pas quelque chose d'abstrait, d'idéaliste. Il hait également toute forme de répression. C'est pour ça en particulier qu'il est très remonté contre l'histoire des fortifications parisiennes. Et enfin, on sent aussi qu'il est habité par la peur de la prison. Bah, apparemment, d'après nos documents, il ne semble pas qu'il en ait fait, mais visiblement ça l'inquiète. Il en a peur. Alors, une des conséquences de son républicanisme, évidemment, c'est son anticléricalisme. Donc, il redoute le retour des ordres religieux et de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur le peuple, et en particulier sur les femmes. Et donc, il explique ça très bien à l'aide d'exemples concrets. Donc, la façon dont certains ordres s'attaquaient, si j'ose dire, d'abord aux femmes, et puis essayer de les circonscrire de façon donc à étendre une influence que évidemment Pinguet jugeait tout à fait pernicieuse et délétère. Il se dit déiste. Ça, c'est sans doute un côté voltairien, comme au XVIIIe. Cela dit, il s'entend bien avec le curé de son village. Pas de problème. C'est un brave homme, à condition que le curé s'occupe de son église, et pas de politique. Il est évidemment anti-libéral. Il déteste les puissances d'argent. Or, vous savez que la monarchie de Juillet, c'est la première apparition très très violente du libéralisme. Et il explique très bien qu'il craint que les nouveaux maîtres, c'est-à-dire les bourgeois, eh bien, ne soient pires que les précédents, les aristocrates. Il constate aussi évidemment l'escroquerie qu'a constitué la récupération des journées de juillet par donc Louis-Philippe. Par ailleurs, il est nationaliste. C'est-à-dire qu'il regrette l'époque où la France faisait la loi en Europe. Ça, c'était bien. Elle le faisait évidemment pour exporter les valeurs républicaines. Mais bon. Ce qui fait qu'il a une attitude ambiguë envers le bonapartisme. Parce que d'un côté, évidemment, étant vraiment républicain, il ne peut pas admettre le despotisme bonapartiste. Mais par ailleurs, il admire l'homme, son énergie, et donc ce qu'il avait fait donc, du pays. Il est assez xénophobe. C'est-à-dire que bon... oui, pratiquement, il déteste pratiquement tous ses voisins, comme essentiellement les Autrichiens, les Prussiens, enfin, tous les gens. Comme la France a été en guerre, en fait, avec toutes les nations européennes, forcément, il est contre toutes les nations européennes. Mais il est surtout, viscéralement anglophobe. Alors là, il y a une haine profonde de l'anglais, et un mépris, et là, il n'y a pas de nuance. Il est par ailleurs volontiers colonialiste, c'est-à-dire qu'il trouve normal que la France conquiert d'autres territoires par-delà les mers. Mais il a une position plus nuancée sur l'Algérie, parce qu'apparemment il a des informations, il a une réflexion, et en tout cas il n'y a pas de véritable racisme, on le voit avec son attitude envers Tali Tatma. Enfin, il cultive un anti-parlementarisme qui n'est pas de principe, puisqu'il est républicain, mais qui est de fait parce qu'il constate que le personnel politique de l'époque est vraiment consternant. Il est d'une médiocrité affligeante et d'une servilité totale. Alors, il dénonce évidemment le suffrage censitaire. Au plan gouvernemental, ses têtes de Turcs favorites sont Guizot, parce que c'est un lâche et un clérical, Thiers, parce que c'est un arriviste forcené, et enfin Bugeaud, parce que Bugeaud, pour lui, c'est la culotte de peau complètement stupide, complètement tournée. Je ne sais pas ce qu'il en était dans la réalité.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... et Louis-Philippe là-dedans. Alors, Louis-Philippe est brocardé, mais pas trop. En fait, il ne s'en prend pas tellement à la personne du roi. Ce qu'on peut interpréter à mon avis, il y a deux possibilités d'interprétation. La première, c'est que... donc, voilà une différence notable avec le Cambrésis Carillon. Carillon, lui, c'était les attaques contre la personne du roi sans arrêt. Pinguet est quand même plus fin et surtout, il développe une véritable analyse politique. Et donc, partant, l'important, ce n'est pas l'homme, mais le système. Première explication possible. Deuxième explication possible, éviter les procès et la prison. Tant qu'il s'en prend qu'au gouvernement ou aux personnages secondaires, ça peut passer. S'en prendre directement au roi, c'est plus dangereux. C'est mon interprétation. Alors, quelques mots maintenant sur donc, les caractéristiques formelles de cette œuvre. Alors, du côté du style et des procédés, on a vu que la fiction n'était qu'un prétexte, un développement politique. Donc, on a un texte qui alterne, ou entrelace même, le narratif et l'argumentatif. Alors, deux années de ce point de vue, du point de vue de l'argumentatif, on a parfois des effets d'éloquence, des effets de grand style, normalement, en particulier pour les moments d'indignation. Mais ça n'est pas très courant, parce que c'est pas très réussi. Parce que pour faire du grand style, il faut utiliser un vocabulaire abstrait, qui n'existe pas en picard. Et donc ça, si vous voulez, ça coince, ça se sent. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, on habille les mots en picard. Mais c'est pas très convaincant. Je vous lis un court passage sur la flatterie. Le flatterie. Chez l'avilissement, la dégradation, l'abjection de chez gens qui flattent. Chez le bassesse et puis l'infamie. Chez des misérables, quoi. Méprisier chat, chez beaucoup rassé. Chez l'exécration publique qui feront les vouer. Ô flatteux, vie d'espèce, mauvais ange, reptile immonde. Bon. Voilà un passage qui n'est quand même pas du meilleur picard. Tout le monde en conviendra. J'ai pris un des pires. Mais en même temps, ça prouve bien la difficulté de polémiquer en picard. Alors, autre solution, on peut utiliser le français. Après tout, c'est pas plus mal. On peut insérer dans un texte en picard des passages en français. Dans ce cas, le personnage qui est investi de ce travail, c'est Fidéric. Et lui, donc il parle toujours français, mais avec grandiloquence. Oui. Je vais vous lire donc ce que ça donne dans la bouche de Fidéric pour un discours de 14 juillet. À cette heure où la nuit commence à étendre ses voiles et son silence, les mânes qui ne sont point voués aux supplices infernaux quittent leur demeure souterraine et reviennent souvent errer autour des lieux où leur vie s'est écoulée. Ils reviennent visiter la patrie et mêler des gémissements de regret aux bruissements nocturnes. Et assurément, ceux des héros de juillet sont là près de nous qui nous entendent. On dirait du Malraux. Mais alors, ça c'est meilleur comme technique parce que du coup ça provoque un effet de contraste. Il y a un contrepoint et c'est amusant. Alors, Pinguet, d'une manière beaucoup plus générale, donc, préfère de traiter de politique en la mettant sur un terrain concret. C'est-à-dire qu'il va critiquer l'action gouvernementale, il va dresser le portrait des principaux hommes politiques, il va raconter des incidents de sa vie quotidienne en leur donnant une valeur de parabole, et ainsi de suite. Cela dit, le discours politique de Gosseux est toujours un discours à double entente. C'est un discours au second degré. Et il manie toujours, comme Carillon d'ailleurs, l'ironie et l'antiphrase. Donc il faut toujours lire en sens inverse. Oui. Gosseux chante ainsi constamment les louanges de ses adversaires. Il n'hésite pas à dire que Louis-Philippe, c'est le meilleur des rois, et qu'on n'a jamais eu un gouvernement aussi excellent. Mais il le dit évidemment de telle manière tellement excessive qu'on comprend parfaitement que c'est la lecture inverse qu'il faut faire. Ça ne trompe personne.
Alors, il s'agit là donc d'une stratégie qui est littéraire, mais aussi qui est judiciaire. Parce qu'il est plus difficile de mener une instruction pour prouver qu'on a voulu dire le contraire que lorsque c'est dit de manière simple. Donc c'est une stratégie, oui, une stratégie judiciaire, une précaution. Ou alors il va procéder des attaques frontales contre le gouvernement. Et à ce moment-là, il va le mettre dans la bouche d'un autre personnage. Il va dire, Grandoise, il dit que le gouvernement, chez des matheux, chez des voleux, etc. Oh, est-ce qu'on peut dire ça? Alors que nous avons le meilleur des gouvernements possibles. Et ainsi de suite. Donc il joue sur ces procédés de manière constante. Alors songez aussi au lectorat qui est le sien, hein, c'est-à-dire donc le peuple de Saint-Quentin. Alors, donc, il évite de s'en prendre directement à la personne du roi, mais du coup, il s'en prend au personnel politique, et là, il lâche les vannes. Hein. Et là, c'est la narration, donc à ce moment-là, va reprendre ses droits. C'est-à-dire qu'il va mettre toujours les puissants de ce monde dans des positions triviales. Et donc il va y avoir un décalage à nouveau entre la solennité du moment, oui, et le traitement de la situation. C'est-à-dire que nous sommes, en littérature, ça s'appelle du burlesque. Il est toujours en plein burlesque. Et c'est le cas, par exemple, dans la translation des cendres de Napoléon. Ou alors, un autre exemple, Catherine et toute la bande sont sur une barque, elles se promènent tranquillement à la campagne, et elles sont accostées par des Anglais qui veulent fouiller la barque. Oui. Donc il y a une bagarre, les Anglais se retrouvent à l'eau, évidemment. Donc il y a toujours un effet de décalage, c'est-à-dire qu'on ramène au ras du sol, et même plus bas. Donc il y a une tension permanente entre la trivialité et l'élévation, si vous voulez. C'est ainsi qu'on peut opposer le petit peuple de la rue de la Pomme Rouge au personnel politique, le repas chez Guizot, donc Premier ministre, avec la boudinée, oui, et encore, ou encore en matière d'argumentation, les périodes emphatiques, les proverbes, la sagesse populaire, etc., avec les tirades donc grandiloquentes de Fidéric. Alors on a reproché à Pinguet ses longueurs, peut-être pas que lui d'ailleurs. Alors il est vrai qu'il y a des effets de ressassement, oui, et qu'il y a même des répétitions pures et simples. Vous lui reprochez aussi son côté décousu. C'est vrai qu'il y a un côté décousu. Mais Pinguet est dans le vrai. Pinguet est dans le vrai parce que ce sont les techniques, les voies en tout cas, de la pensée populaire, qui est une pensée qui fonctionne de cette façon, un peu discontinue, donc plus proche de l'oral que de l'écrit soigné. Et donc le style de Pinguet gagne en naturel et en authenticité. Et il ne faudrait surtout pas, comme l'ont fait certains critiques, y voir de la maladresse. C'est un choix stylistique, puisque Pinguet sait écrire en français. Donc, il pourrait très bien se surveiller également en picard. À ce propos, il y a une grande inconnue, qui est la suivante. Comment se fait-il que ce gaillard, qui est né d'un père maçon, ait un tel niveau de français et de culture? Où a-t-il été formé? Je veux dire, à Saint-Quentin, évidemment, parce qu'il a toujours habité Saint-Quentin. Il y a certainement un ordre religieux qui a dû l'accueillir. C'est l'hypothèse que je formule qui me semble la plus... on ne sait pas. Alors, cela dit, Pinguet est aussi un auteur comique. Et surtout la science, la science des situations. Il y a beaucoup de comiques de situation. Et par ailleurs, c'est un auteur lyrique. Il est capable de lyrisme quand il parle des femmes. Mais il parle également de la nature, ce qui est rare chez un auteur picard. Je pense même que c'est le premier à l'avoir fait en picard. Nature, thème romantique, par excellence, évidemment. La langue de Gossuet, eh bien, c'est un bon picard. C'est même un très bon picard, très bonne facture, très vivant, très naturel. Alors, la plupart du temps, c'est fluide, mais parfois, quand la phrase est trop longue, évidemment, ça finit par coincer un peu. Et le lecteur
peut souffrir. Le lexique est d'une richesse tout à fait exceptionnelle et comporte des dizaines de mots qui ne sont pas courants du tout. Et ça mériterait une étude vraiment sérieuse. Ce lexique, son parler, le parler complet, langue complète, comporte, à côté du picard, des mots argotiques, des mots populaires, des mots familiers, et on a en même temps un document intéressant sur, je pense, la langue véritable du peuple saint-contininois à l'époque, pour cette raison. Il ne fait pas de purisme. Quelques hyper-picardismes, par exemple, il exagère un peu sur les S, il fait trop, enfin je veux dire sur les che plutôt, il fait chointer hors de propos, par exemple le verbe suivre, chuivre, servir pour servir, il met des 1 partout, gambe pour gambe, alors que normalement c'est gambe, quingé pour cangé, bon. Mais alors sa morphologie est totalement picarde, il met le T à la 6e personne sans arrêt, ça sonne, hein, c'est très métallique. Les conjugaisons en lien, qui sont tout à fait particulières à la région, hein, parce que sinon au nord, tout de suite, on tombe, c'est O, O ou E. Ici, c'est bien. Bon. Donc, un parfait conditionnel, elles sont respectées systématiquement, et on a parfois des formes vraiment surprenantes. Et il ne cherche pas à esquiver les formes difficiles. La syntaxe est très solide, il ne manque pas un subjonctif. Très intéressant, ça. Il ne manque pas un subjonctif. Et il a des connecteurs logiques, qu'il va trouver on ne sait pas où, enfin, il fait des montages en quelque sorte. Et il a une langue très souple. Donc il a su argumenter, si vous voulez, en utilisant la langue populaire. Et ça, c'était, comment dirais-je, pas gagné d'avance, pour lui passer cette pression populaire. Alors, problème qui gâche un peu l'orthographe. Orthographe très défectueuse. Alors, des lacunes, par certains côtés. Il ne fait pas les accords simples, mais pas les S. Ça ne m'intéresse pas, visiblement. Il écrit certains mots, les mots compliqués, enfin, un peu longs. Dès que les mots sont un peu longs, il surcharge. Le son 1, par exemple, est noté EIN, à tout bout de champ. Et en plus, il n'y a pas de cohérence, parce qu'il peut être noté autrement à la page suivante. Donc, la lecture est ralentie par l'orthographe, et la compréhension est parfois compromise. Alors, pour terminer la réception donc, des lettres picardes, eh bien, je vous rappelle donc qu'elles ont paru de 36 à 39, puis de 44 à 46. Mais on n'a pas d'écho direct de ce que ça a donné dans la population. On sait que ça marchait, qu'il y a eu du succès, ça a intéressé, mais on n'a pas de choses, pas de témoignages plus détaillés. Signalons que la lettre de Pinguet paraissait le dimanche. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un côté davantage récréatif, et en même temps il y a un effet d'attente. Nous sommes le dimanche. Alors, Pinguet, lui, parle des lettres d'encouragement qu'il reçoit de tous les villages voisins. Mais bon, est-ce vrai? C'est peut-être un simple procédé. En tout cas, au bout de 20 ans de silence, un journal lui ouvre à nouveau ses colonnes, pardon. Lapsus universitaire. Alors, mais je pense que de toute manière, bon, ces textes avaient de quoi piquer vraiment la curiosité du public. Hein. Et malheureusement, ce qui lui aurait peut-être manqué, c'est un procès. S'il avait eu un procès, sans doute qu'il aurait été mieux connu et diffusé. Donc on ne saura jamais très bien ce qu'il en était pour sa réception échelonnée. Parce que maintenant, il y a une autre réception qui est celle en recueil. Et évidemment, c'est tout à fait différent. On a deux lectures différentes. Vous comprenez bien, donc, entre le fait de lire un texte tous les 15 jours et le fait de le lire d'affilée, évidemment, on voit les choses vraiment sous un autre angle. Alors, cette publication, c'est un signe positif. Bon. Mais en fait, il n'y a pas de risque l'éditeur, parce que Pinguet dit lui-même, l'argent que ça va me rapporter ira donc aux inondés de la Loire. Mais de toute façon, il n'y en aura pas beaucoup quand j'aurai payé l'imprimeur. Autrement dit, c'est un compte d'auteur. Ouais. Il l'a payé de ses propres frais.
Le livre était déposé donc à Saint-Quentin, bien sûr, Ham, Péronne et Cambrai. C'est une petite zone de chalandage quand même, hein, ça ne va pas très très loin. À noter quand même qu'il va jusque Cambrai. Alors, pour terminer donc sur Pierre-Louis, donc on considère souvent qu'il a été oublié aussitôt qu'il a été publié, alors qu'on trouve des témoignages partout. Les lexicographes, hein, les faiseurs de dictionnaires, l'ont pillé. Alors, Corblé, Boucher, d'autres. Alors, certains en déclarant leur dette, honnêtement, et d'autres sans rien dire. Maurice Thierry lui consacre un article de 20 pages, quand même, dans les mémoires de la Société académique de Saint-Quentin, en 1907. C'est quand même quelques temps après. C'est pas très bon. Hein. C'est de la critique littéraire de l'époque et ça a terriblement vieilli. Une autre revue, Le Glaneur littéraire, en 1915, en reparle, hein, ranime son souvenir. Il parle de ces lettres qui ont été remarquées et qui firent sensation. Il parle des personnages de Gosseux comme de types légendaires à Saint-Quentin. Donc il y a quand même une mémoire, il y a quelque chose là. À Saint-Quentin, d'ailleurs, existait dans les années 1880 un carnaval qui reprenait les personnages de Gosseux. Donc ils étaient tous là, Larifafla, Guiguit, Boudin et compagnie. Moi ça me plaît beaucoup, parce que je trouve que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à cet auteur, hein, le fait de le géantifier. Et puis, il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que les universitaires enfin se penchent sur lui. Un mot de son successeur, ce sera très bref. Je vous promets, Jean-Louis Gosseux, donc son continuateur, qui a publié de nouvelles lettres picardes, qui ont donc été réunies et éditées donc, pour la première fois par René Debris en 1986. Au départ, elles avaient été publiées dans le journal de Saint-Quentin, donc du 16 juillet 1948 au 25 avril 1949. Et on a 23 lettres numérotées. Donc un ensemble quand même assez conséquent. Encore un personnage, c'est assez curieux. Moins haut en couleur que les précédents, mais bon. Il s'appelait en fait Louis Lemaire. Il était né à Rouvroy en 1796 et il est mort à Saint-Quentin en 1966. Il était né donc dans un ménage de manœuvriers, hein, donc de travailleurs agricoles. Et les actes officiels que nous avons le donnent comme fabricant de brosses, apprêteur, enfin bref, il est ouvrier en manufacture. Alors l'obsession en fait de ce brave homme, c'est d'obtenir un mandat, comme Carillon d'ailleurs au départ. Il veut un mandat. Alors n'importe quel, conseiller municipal, maire, député, mais il voudrait un mandat. Alors c'est pour ça qu'il publie ces lettres. Alors lui, il se dit conservateur chrétien, mais républicain. Et pour finir, il se déclare bonapartiste. C'est le bon choix. En tout cas, il veut défendre le peuple, l'ordre et la propriété, en même temps. Alors évidemment, il va d'échec en échec, hein, personne ne le prend. Et pour finir, il est quand même récompensé donc, par le pouvoir. Et en 1850, lui, il est nommé commissaire de police, à Saint-Calais, donc près du Mans. Et de là, il continue à faire paraître des textes dans sa ville d'origine. Et alors, il reprend les mêmes procédés que Gosseux, qu'il affirme connaître. Hein. Il affirme qu'il est de sa famille. Bon, c'est une fiction totale, mais lui, également, à son tour, si vous voulez, il se colle dans sa roue. Alors, on a des personnages, on a des situations qui se rapprochent de celles de Pierre-Louis. Il connaît bien son Picard aussi. C'est assez animé, c'est quand même plus plat, c'est quand même moins enlevé que notre homme, Pierre-Louis Pinguet. Conclusion. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une œuvre qui est la plus abondante de l'époque, en Picard. C'est une œuvre qui a ses défauts, nous les avons vus, hein, elle copie un peu, elle n'est pas toujours... Bon, il y a des défauts techniques, mais avec tout cela, elle est très personnelle. Elle est très personnelle.
Alors de nos jours, évidemment, il faut un appareil, tout un appareil lexical, historique, des notes, des glosses, pour éclairer, si on veut vraiment comprendre le sens complet. Mais on peut aussi, je pense, passer, en faire une lecture courante, quitte à revenir ensuite, et le texte reste lisible. En tout cas, on a une œuvre qui est quand même totalement circonstancielle, puisqu'elle s'origine dans un contexte politique précis. C'est une œuvre qui a donc maintenant 160 ans, oui, une œuvre circonstancielle de 160 ans, et en dialecte en plus. Eh bien, moi je dis qu'elle a gardé toute sa fraîcheur. Elle a gardé toute sa fraîcheur, et une œuvre qui garde sa fraîcheur et son actualité, si vous voulez, 150 ans après, eh bien, en français, en littérature française, on dit que c'est un classique. Et donc, moi, je dis que les lettres picardes de Pierre-Louis Pinguet d'Île-Gosseux, eh bien, sont un de nos premiers classiques de la littérature picarde. Je vous remercie. Il me reste un peu d'énergie pour répondre à vos questions. Bien, en tant que cinquantinoise, je voulais faire un parallèle par rapport à la translation des reliques, Oui. parce qu'il existe la translation des reliques de Saint-Quentin. Donc il y a un parallèle avec cette histoire-là qui est phénoménale. Ah oui. Alors ça c'est quelque chose d'assez amusant de voir la translation des reliques. Et puis alors Saint-Quentin est passé par Vermand aussi. Donc c'est pour ça qu'il a pris le chemin d'Amiens sur Saint-Quentin. Donc c'est tout à fait logique que ça se passe de cette façon-là. Le texte dont vous parlez date de quelle époque? C'est l'histoire de Saint-Quentin qui est à l'origine de la création de Saint-Quentin. Oui. Donc, et alors on a même un bas-relief avec la cérémonie de la translation des reliques. Alors, donc la translation des reliques, ça s'est fait au début de la construction de la basilique à Saint-Quentin. Et c'est Saint-Louis qui est venu à Saint-Quentin pour faire la cérémonie de la translation des reliques. Donc c'est quelque chose qui est quand même tout à fait intéressant à voir, à comprendre. Oui, non, mais il y a un éclairage qui est tout à fait différent. Mais là, ça donne également un côté un peu sacrilège. Oui, c'est un petit peu une parodie de l'histoire. Donc double sacrilège. Et on est empereur et envers le saint. Oui, et puis alors il faut dire que Saint-Quentin, qui est quand même martyrisé, donc dans le secteur de Vermont aussi. Il y a tout un parallèle dans l'histoire. Il a été décapité, c'est ça? Oui, mais il venait d'Amiens et puis il a été à Marteville, il y a un forgeron qui a forgé les clous pour son martyre. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu de choses qui sont un peu une parodie. Et je me demande justement s'il n'a pas étudié au collège des bons enfants qui était attaché à la basilique. Il a une formation, je l'ai écrit en... Un fils de maçon qui écrit comme ça, il n'y a pas de mystère, il a été formé. Justement, oui. Il a été formé. C'est amusant de voir ça. Ça, c'est une parenthèse. Non, c'est un... Et après, c'est assez intéressant quand même de voir, surtout le mot de translation, parce qu'on appelle ça la translation des reliques. Je crois que pour Napoléon, on parle également des reliques. Oui, on parle de translation aussi, mais donc il y a un parallèle. Il y a encore une chose qui est intéressante dans la façon dont vous parliez, parce qu'il parle en disant des choses très bien, donc c'est une façon de dire je n'ai pas écrit ça, en vue d'un procès. Oui, donc c'est une façon de se mettre à l'abri. Effectivement, il semble qu'il n'ait jamais été inquiété. Pourtant, il a fait partie aussi d'une société secrète du nord de la France, où ils avaient donc décidé d'assassiner Louis-Philippe. Mais ils ont tiré le buquet pour se sortir, et puis chez Topoli.
J'ai une question pour le juge. Non, c'était une remarque. Là, en tant que régional de c'est vrai que la langue de Gosseux, ben c'est celle de maintenant. Et c'est vrai que quand on lit les lettres de Gosseux et qu'on côtoie la ruralité actuelle, on y retrouve des choses flagrantes. En ville ou à la campagne, c'est vrai que Orlon ou Ourlon, chez Phil d'Ourlon, le cuisse dépasse le coton, Orlon, la pomme rouge, ça ne s'invente pas pour un républicain révolutionnaire, hein, pour les Saint-Quentinois. Et les relations avec même les relations avec la presse locale, moi qui écris un Chopin Picard, de temps en temps c'est la croix la manière pour faire passer il n'y a personne de la presse, là, pour faire passer un Choboud, et on se rend compte que les choses, si elles changent, c'est sur des millénaires, mais sur un siècle ou un siècle et demi, ça ne change pas tant que ça. Ni la langue, ni, j'allais dire, les situations même les situations politiques, les situations de pouvoir. Et c'est pour ça que moi je dirais, les lettres, elles sont en général écrites deux verments, qui a d'ailleurs rendu hommage à Gosseux en lui dédiant une rue, enfin c'est une autre rue, hein. Bon. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire après, pour ça c'est tout intéressant. On n'en doute pas. Mais ça va venir peut-être, si ça n'en vient pas aujourd'hui, ça revient. À propos de rue, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais pourquoi est-ce que, ici dans cette cité, on ne donnerait pas à un lotissement les noms des personnages de Gosseux, au lieu d'avoir la rue des Pinsons, des Mésanges et des Tourterelles, ou Mozart, Beethoven, bon, ce qui fait que personne ne s'y retrouve. Si c'est Gugus Saplour ou Gustin Rifapla, oui, les gens vont se repérer. Mais alors, au niveau du carnaval, c'est quelque chose qui est toujours aussi folklorique à Saint-Quentin, le carnaval. Oui. Hein, c'est quelque chose qui est quand même très très important dans la vie locale de Saint-Quentin aussi. Ça, c'est encore une chose aussi qu'il faut savoir. En étant Saint-Quentinois, ça fait partie de la vie toujours. Hein. Saint-Quentin. Et oui, la foire aussi, la foire de la Saint-Denis, c'est quelque chose d'important qui existe toujours. Le carnaval, c'est pareil. Bon, ça a été rebaptisé la fête du bouffon maintenant. Avant, c'était le carnaval d'été. Enfin, c'est un épisode où personne ne ratera. Oui, ça c'est le folklore, c'est-à-dire que ça ne disparaît pas, ça se modifie, ça s'en sort, ça change d'appellation, mais c'est toujours là. C'est quand même important dans le Saint-Quentin. Mais sûrement, je me souviens toute gamine, on venait à la foire de Saint-Quentin par le train, ou je ne sais pas comment, mais de conneries. Hein. À l'époque, on ne se déplaçait pas du tout, c'était le voyage de l'année, il m'a amené à Saint-Quentin, donc c'était dans les années 35. C'était tout du long. Il y avait de l'eau, un canal, je pense, et c'était plein de pain d'épices, de sucettes, de trucs comme ça tout du long. Et je me rends compte maintenant que pour mes parents, c'était une expédition de venir là, de poudrie. C'était une fête j'avais pas beaucoup de moyens, mais on ne manquait pas les gens. On regroupait les gens, on en profitait pour inviter les gens. Oui, sûrement. Mais folklore. Avant que ce soit du folklore, la foire, avant que ce soit du folklore, la foire c'était une foire commerciale. À bestiaux, à tissus, etc. C'était quelque chose de. Ça n'est qu'après qu'il y a des stands qui sont venus se greffer sur cette foire commerciale et puis qui s'est transformée en foire au manège maintenant. Pour aller dans ton sens, effectivement, quand on lit les lettres au plan politique, de temps à autre, effectivement, on voit des parallélismes avec l'actualité qui s'imposent. Par exemple, à propos de la conquête de l'Algérie, eh bien, donc le chef des Arabes, c'est Abdelkader, comme dit Gosseux, et donc il est question sans arrêt d'un chef arabe, oui, extrêmement destructeur, qu'on essaie d'attraper, oui, qu'on n'attrape pas, mais qu'on va attraper. Les autorités d'un jour disent que
L'affaire est faite, c'est qu'une question d'heure, dans 2 jours, on l'attrape, on va la voir. C'est les inondés de la Somme. C'est faire un peu la suite à la mémoire d'Abdelkader, qui par ailleurs était quelqu'un de remarquablement intelligent et cultivé. Il y a le parallélisme s'impose. Pour ceux qui ont regardé le programme de ces conférences, ils ont peut-être été frappés par la ressemblance entre M. Lambrossi et Jean-Pierre Helleux, qui va être le prochain conférencier. Je vous rappelle que c'est vendredi 4 avril, 19h, même lieu, avec Jean-Michel Eldois, qui est lui professeur à l'université d'Amiens. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Soit. C'est publié. On n'a pas les indications de tirage, on les a pas. Mais ça va être très rare puisque on en trouve très peu d'exemples. Moi j'en ai un. Voilà, et la bibliothèque. Ah oui, il a été un petit peu. Et la bibliothèque, il y en a. Oui. On n'a pas vu d'autres. Non, mais ça m'intéresse bien, parce que je crois qu'il va nous le laisser pour qu'on le numérise. On va pas le scanner. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a la deuxième édition par rapport. Si j'aurais su, je l'aurais pas dit. On a vu, hein. Non, mais c'est vrai que l'édition, elle est intéressante. En plus, pour les bibliothécaires, elle pose un problème, puisqu'on voit bien un nom un imprimeur et un éditeur. Hein. Il y a à la fois Cotenay, qu'on connaît bien comme imprimeur libraire sur la place, et puis un autre. Alors je ne sais pas, c'est possible que ce soit une particularité d'exemplaire. Ce que je voulais signaler au niveau des fonds Picard, c'est quand même la bibliothèque d'Amiens, je ne sais pas si vous y avez puisé, mais qui est quand même la plus riche sur l'ensemble de la région. Et ça m'étonnerait qu'ils ne possèdent pas d'autres publications que celles que vous... Enfin, on n'aurait pas retrouvées, oui. Et il y a beaucoup d'exemplaires... La bibliothèque municipale d'Amiens, qui est quand même le... Bon, on a un fonds Picard quand même très très modeste ici à la bibliothèque de Saint-Quentin. Rue de la République. Non. Rue de la République. Et c'est vrai qu'un fonds modeste, ça s'enrichit aussi. Ah, mais et ça va s'enrichir par une numérisation. Bravo. Avec chez Gravure et chez... Hein, Jebedé. Et puis Jebedé, oui, il y a un beau texte sur Jebedé. Hein. Ah non, c'est Bourrique. Martin. Et la tête avec le soleil à la côte, il y a les serpents, c'est pour qui sont ces serpents qui sont sur vos têtes. Hein, c'est les serpents qui sont au-dessus de la tête, là. C'est que c'est rigolo. La gorgone. Oui, c'est très curieux. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Cette marque au serpent qui siffle. Oui, c'est vrai que je suis très... Parce que c'est tout à fait ça, non? C'est un petit peu encore un petit clin d'œil. Il y a des vignettes par contre. En plus, vous nous avez parlé des vignettes. Voilà. On voit les serpents qui sifflent. Non, pas aller jusque-là. Voilà. Non, mais par contre, Debris, en 80, a réédité l'édition de Dolois, la deuxième édition, celle de 46. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de pouvoir la ressortir, ou en tout cas... Je le sais, je l'ai ici. Oui, oui. Et c'est même un exemplaire qui apparemment a été volé chez vous. Comment? C'est même apparemment un exemplaire qui a été volé chez vous. Non. C'est un exemplaire, Mademoiselle Fervel, qui était conservateur à l'époque, avait communiqué ce document pour qu'il soit renéoté, en fait. Oui, elle est cachée de la bibliothèque. Qu'en sait-il? Parce qu'il a été copié. Il a été... Et vous l'avez, vous, ici? Ah, d'accord. Ah bon? Il est là. Et elle cachait son original, d'accord. Je ne comprenais plus, là. Non. Oui, c'était l'époque où on mettait des cachets partout. Beaucoup, d'ailleurs. Il y a même parfois 3 cachets par page. On avait peur que ça disparaisse, quoi. Mais maintenant, on a d'autres moyens. Et à cette heure, c'est caché en les bûches. C'est bûché. Et donc, c'est l'édition, d'ailleurs, Mme Fervel est remerciée au départ d'avoir confié cet exemplaire. Quoi. Donc mes prédécesseurs s'intéressaient également au Picard. Il y a même eu Jean-Pierre Samblet avec Anne Biquette qui est venu raconter des histoires du temps, c'était pas encore la bibliothèque n'était pas encore couverte.
Jean Lemont aussi. Enfin, il y a une tradition. On a publié également des comptines, des chansons et des comptines du Vermandois, hein, qu'on a quinté. Thierry Buquet, par exemple. Marinette. Oui. Donc ça, vous pouvez toujours l'écouter. Hein, ça a été publié à 6-7 ans maintenant. Hein. C'était un travail de partenariat avec Pierre Tous, David de Saint-Quentin, et puis l'association Enfance et Musique. On voulait travailler un petit peu sur les comptines, sur les chansons des petits. Alors c'est vrai qu'on est toujours très curieux des publications et des impressions locales, quoi, parce que là c'est vraiment typiquement local. Ce qui est curieux, c'est que la Bibliothèque nationale ne l'est pas, parce qu'à cette époque-là, le dépôt légal fonctionnait vraiment très bien. Hein. Mais c'est vrai aussi que, pour revenir à la question, c'est vrai que ça a dû être tiré à 200-300 exemplaires, je crois. Et il faudrait voir comment le livre est monté, parce qu'en fait, il y a 2 pages de titre. C'est ça qui est assez curieux. Qui est déroutant. Voilà, c'est pour ça que cet exemplaire unique nous... Il est à vous, provisoirement. Non, mais bon, pour nous, c'est aussi important de pouvoir conserver. Ah, bon, la presse, c'est quand même un très très bon élément. Hein. Dans la presse du 19e, il y avait très régulièrement, surtout le dimanche, hein, on l'a appris, des petites... encore dans le courrier Picard. Ma mère, l'autre jour, elle lisait encore dans le courrier Picard, dans les nouvelles. Hein. Il y a toujours des petites... À Hirson, dans la boîte de laine, le samedi, Stuart. Et c'est vrai, moi j'étais assez surpris, c'est vrai que ça interroge et ces petits textes-là, ils interpellent, quoi. Bon, je ne dis pas qu'on pourra avoir un journal tout en Picard. Il y a cet exemplaire de l'édito qui est à votre disposition, là, s'il vous plaît. Merci. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Bien.